Bienvenue à nouveau dans Neutrality Studies. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'accueillir pour la première fois Ali Abou-Nima. Ali est cofondateur du média The Electronic Intifada. C'est un journaliste et un militant des droits humains engagé pour la cause palestinienne. Bienvenue Ali. Ali, welcome. Merci Pascal. J'apprécie tes discussions et interviews toujours très réfléchies depuis quelques années déjà, donc c'est un honneur pour moi d'être dans ton émission. Merci beaucoup. C'est vraiment un grand honneur d'entendre cela. Et vous savez, vous avez été l'une des personnes qui, depuis longtemps, défendent les droits des Palestiniens, mais aussi la paix en Asie de l'Ouest. Vous avez été diabolisé pour cela. J'aimerais commencer par quelque chose que je n'ai pas pu croire quand c'est arrivé, quand j'en ai lu le récit. J'étais en fait en Suisse au même moment que vous, et vous avez été arrêté à Zurich dans la rue. Des policiers en civil vous ont traîné dans une camionnette et vous avez disparu pendant tout le week-end. Vous avez récemment remporté une bataille judiciaire assez importante à ce sujet. Pourriez-vous peut-être nous raconter brièvement cette histoire et comment elle a évolué jusqu'à aujourd'hui? Oui, donc cela s'est passé exactement il y a un an. Au moment où nous enregistrons ceci, nous sommes le 21 janvier, mais la saga a commencé le 24 janvier 2025. J'avais été invité à Zurich par un groupe de citoyens et de résidents suisses pour intervenir lors d'un événement qu'ils organisent régulièrement afin de discuter en particulier de la Palestine. Ce sont des militants et des universitaires, pas un grand groupe. Je soupçonne que si j'y étais simplement allé, que j'avais fait ma présentation et participé à la discussion, très peu de gens en auraient entendu parler. Peut-être qu'il y aurait eu 30 ou 40 personnes présentes. Mais à la place, cela s'est transformé en une étrange saga internationale. Je suis arrivé en Suisse le 24 janvier 2025, en passant par l'aéroport de Zurich. Il y a eu un léger retard qui n'avait rien à voir avec la Suisse elle-même, mais plutôt avec le fait que moi, ainsi que d'autres orateurs et écrivains palestiniens de premier plan, avions auparavant été interdits d'entrer en Allemagne, après que celle-ci a annulé de force une conférence sur la Palestine à Berlin. Je n'avais pas essayé de me rendre en Allemagne, mais apparemment, il y avait une inscription à mon nom dans le système d'information Schengen. Les Suisses l'ont vu, m'ont posé quelques questions et après un court délai, m'ont laissé entrer en Suisse. Il n'y a eu aucun problème. Je suis allé à mon hôtel. À Zurich, j'ai dîné avec mes hôtes dans un restaurant à proximité. Le plan était que le lendemain matin, l'un de mes hôtes, un Suisse, me retrouve à l'hôtel et que nous marchions ensemble jusqu'au lieu où devait se tenir l'événement le lendemain, un samedi. Mais déjà, les choses ont commencé à se compliquer ce vendredi soir, le soir de mon arrivée en Suisse. Des articles très hostiles sont parus dans l'un des grands journaux du pays, la NZZ. Et l'école où nous devions organiser l'événement le lendemain a annulé. Je crois que les organisateurs ont été informés soit tard vendredi, soit tôt samedi, que l'école avait retiré son autorisation d'utiliser son auditorium. Les organisateurs ont donc dû trouver un autre lieu, ce qu'ils ont fait. C'était une sorte d'espace alternatif à Zurich, où se tiennent des événements. Mon hôte est venu me chercher le matin, et c'était une journée de janvier inhabituellement chaude. Alors nous avons décidé de marcher, une très belle promenade à travers Zurich. Tout semblait si normal. Je veux dire, on n'aurait jamais pu imaginer que la police secrète nous suivait ou nous surveillait. On n'aurait pas pensé que quiconque savait qui nous étions. Nous étions simplement des gens qui marchaient dans la rue. Puis, à un certain moment, alors que nous approchions du lieu, quelqu'un, un grand homme, m'a attrapé par le cou. Nous étions dans un passage souterrain pour piétons,
Alors j'ai cru que je me faisais agresser, ce qui ne m'était encore jamais arrivé. Mais c'est bien ce que je pensais, parce que ce type brutal m'a attrapé par le cou. Et puis soudain, j'ai ressenti de la douleur. Plusieurs autres personnes m'agrippaient. J'ai commencé à me débattre, mais pas parce que j'avais pris une décision courageuse de me battre. C'était un pur réflexe. Je n'avais jamais vécu une situation pareille. On est juste comme un chat qui essaie de se libérer. Ils m'ont maîtrisé, traîné, puis jeté à l'arrière d'une voiture banalisée. Ils sont partis à toute vitesse et ont laissé mon hôte. Il était complètement stupéfait. Il ne pouvait pas croire ce qui se passait, et moi non plus. Ils ont roulé à grande vitesse et m'ont emmené à la prison de Zurich, où j'ai appris que j'avais été arrêté. J'ai pu appeler un avocat avec lequel j'avais pris des dispositions auparavant. Je veux dire, j'avais été en contact avec elle uniquement à cause du problème avec l'Allemagne. Nous étions simplement inquiets qu'il puisse y avoir un problème à l'aéroport. Jamais je n'aurais imaginé que quelque chose comme ça puisse arriver. Elle est venue à la prison et il y a eu une sorte d'audience étrange. Je n'ai pas vraiment bien compris la procédure, mais ce que j'ai compris, c'est qu'on m'a répété plusieurs fois « Vous avez enfreint la loi suisse ». Et je n'arrêtais pas de leur demander « Comment ai-je enfreint la loi suisse? Pouvez-vous me dire ce que j'ai fait ?» Et souvenez-vous, à ce moment-là, j'étais arrivé la veille au soir. La seule chose que j'avais faite, c'était dîner avec mon hôte. Un dîner privé dans un restaurant. Je n'avais pas pris la parole en public, je n'avais donné aucune interview aux médias et j'étais entré dans le pays légalement. Ils n'ont pas pu me dire en quoi j'avais enfreint la loi suisse. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il existait une décision selon laquelle, si je devais prendre la parole en Suisse, si je devais parler à Zurich, cela pourrait inciter à la violence contre les Juifs. C'est ce qu'ils m'ont dit. C'était donc une histoire très incohérente. D'un côté, il s'agissait d'une détention préventive pour m'empêcher, soi-disant, d'inciter à la violence contre les Juifs, ce que bien sûr, je ne ferais jamais. Et de l'autre, on m'a dit que j'avais enfreint la loi, sans jamais m'expliquer comment je l'avais enfreinte. Qu'avais-je fait? Quel était mon crime? Je ne l'ai jamais su. Ils m'ont ensuite annoncé que j'allais être détenu. Je ne comprenais pas pour combien de temps. Et puis ils m'ont mis, eh bien, à ma grande surprise, dans une situation très étrange. Vous savez, après cette soi-disant audience, mon avocat a dû partir. Ils m'ont emmené et m'ont mis dans une cellule. Ils m'ont fait enlever tous mes vêtements et enfiler une tenue de prison. Ensuite, ils m'ont conduit dans une cellule avec une lourde porte en métal. Aucune communication. Je n'avais pas le droit de contacter ma famille. J'étais venu d'Amman, en Jordanie. Le même jour où j'ai quitté la Jordanie pour la Suisse, j'ai pris l'avion le soir, d'abord pour Istanbul. Ce même soir, ma mère, qui est décédée il y a seulement quelques mois, était à l'hôpital. J'étais très inquiet pour elle. J'ai presque annulé le voyage en Suisse parce que je ne voulais pas la laisser. Mais mon père m'a dit « Non, elle va bien ». Ils l'ont laissée rentrer à la maison. Et j'ai dit au gardien de prison « Vous savez, est-ce que je peux au moins appeler ma mère ?» Ils ont dit que ce n'était pas autorisé, ce qui est en réalité contraire à la loi, car il s'avère que j'y avais droit, mais ils m'ont refusé ces droits fondamentaux. Et vous savez, j'ai été gardé dans la cellule pendant 3 jours. Je n'étais autorisé à sortir à aucun moment. J'étais détenu avec un jeune homme là-bas, avec qui, je suppose, nous nous tenions compagnie, mais il dormait la plupart du temps. On ne m'a pas permis de contacter mon avocat. Et finalement, après 3 jours, on m'a emmené à l'aéroport, menotté, dans une cage, à l'intérieur d'un fourgon, mis dans un avion et expulsé du pays. Je n'avais aucune idée.
Oui. Et, très brève interruption, parce que j'ai récemment été banni de YouTube. Et même si je suis de retour, cela pourrait se reproduire à tout moment. Alors, s'il vous plaît, pensez à vous abonner non seulement ici, mais aussi à ma liste de diffusion sur Substack. C'est pascalotaz.substack.com. Le lien sera dans la description ci-dessous. Et maintenant, retour à la vidéo. Je n'arrive pas à croire que la Suisse ait fait une chose pareille. Quand j'ai lu ça, c'était tellement inimaginable pour moi que mon pays puisse te faire une chose pareille. Ça me donne la nausée, et ça me la donne encore plus maintenant. Mais t'a-t-on jamais donné une explication sur les raisons de ce qui s'est passé? Quand ils t'ont mis dans l'avion, t'ont-ils au moins dit ce qui se passait? On nous a donné, enfin, ça touche à l'aspect juridique. Donc je vais vous parler de la décision récente, et ensuite tout deviendra plus clair. Ce qu'ils ont fait, apparemment, après mon entrée en Suisse, c'est émettre une interdiction d'entrée après que j'étais déjà entré, puis ils ont émis un ordre d'expulsion. Ces mesures ont été prises par FedPol, qui est l'agence fédérale de la police, mais elles étaient fondées sur une demande du canton de Zurich. Je veux dire, vous le savez évidemment, mais pour les auditeurs, la Suisse est un système fédéral, comme les États-Unis ou le Canada. Vous avez les cantons, qui sont comme les États aux États-Unis ou les provinces au Canada, et ensuite, vous avez le gouvernement fédéral. Ainsi, le canton de Zurich, puisque l'immigration ainsi que les entrées et sorties relèvent du niveau fédéral, 2 jours avant mon arrivée en Suisse, avait envoyé une demande à FedPol, au gouvernement fédéral, en disant « Nous avons entendu dire qu'Ali Abounima allait venir à Zurich pour participer à ces événements, et nous pensons que c'est très dangereux. Nous demandons à FedPol d'émettre une interdiction d'entrée et de l'empêcher d'entrer en Suisse. » C'était 2 jours avant mon arrivée. Le lendemain, FedPol a répondu au canton de Zurich, et ils ont dit, bien sûr, je ne fais que résumer ce qui figure dans les documents. Ils ont dit, nous avons examiné votre demande et il n'existe aucun fondement à une interdiction d'entrée. Par conséquent, votre demande est rejetée. Ce que la FedPol a indiqué dans ses documents internes, c'est que les opinions auxquelles le canton de Zurich s'oppose sont protégées par la liberté d'expression, premièrement. Et deuxièmement, ils n'ont trouvé aucune raison de considérer qu'ils représentent une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, ce qui constituerait la base légale d'une interdiction d'entrée. Par conséquent, la demande a été rejetée. Et il est à noter, je connais désormais bien plus de choses sur ces aspects du droit suisse que je n'aurais jamais imaginé en savoir. Mais selon la loi, avant que FedPol ne rende une décision, elle doit consulter 2 autres agences. Le Service national de renseignement, que je crois s'appeler le NDB selon ses initiales allemandes, et l'Office fédéral des migrations. Toutes 2 ont fourni des évaluations écrites, que nous possédons bien sûr, car nous avons obtenu tous ces documents au cours de la procédure judiciaire. Le NDB a déclaré « Nous n'avons aucune information suggérant que cette personne représente une menace. » Et l'Office des migrations a dit la même chose. Ainsi, FedPol, le Service national de renseignement et l'Office des migrations affirment tous qu'il n'y a aucune raison d'imposer une interdiction d'entrée. Jusqu'à ce moment-là, il semble que le système ait fonctionné comme prévu. Vous vérifiez entre vous si vous avez des informations, puis la liberté d'un citoyen américain d'entrer en Suisse s'applique. Donc aucune interdiction d'entrée. Absolument aucune. C'est bien cela. Et donc je suis entré légalement en Suisse. Il s'avère que le jour même de mon entrée, l'interdiction d'entrée a été émise après mon arrivée. Alors que s'est-il passé? Nous le savons maintenant assez précisément, d'abord grâce aux documents que nous possédons, y compris certains courriels internes.
Je crois que mes avocats essaient encore de déterminer si nous avons bien tous les documents ou si certains ont été retenus. Mais nous en avons beaucoup. Et l'autre élément, c'est qu'en novembre, il y a eu une commission parlementaire, une commission spéciale, je crois qu'on l'appelle la commission de contrôle. C'est une commission d'audit qui examine les actions du gouvernement fédéral. Elle a également publié un rapport sur cette affaire. Et ce que nous savons, c'est qu'après cette décision de FedPol de rejeter l'interdiction d'entrée, le lendemain, FedPol a annulé cette décision et a émis l'interdiction d'entrée, mais sans aucune nouvelle preuve. Rien de nouveau n'était apparu, et aucun document dans le dossier n'expliquait pourquoi la décision initiale, légale et correcte, avait été renversée. L'enquête parlementaire a révélé que la chef de FedPol de l'époque, une femme nommée Nicoletta de Laval, avait passé un appel téléphonique au directeur adjoint concerné de FedPol et lui avait essentiellement ordonné d'annuler la décision sans aucun fondement. Selon le rapport parlementaire, cette intervention était totalement inappropriée, contraire à la procédure normale et effectuée sans la moindre justification. Ce que dit le rapport parlementaire, c'est qu'il évoque la possibilité d'une ingérence politique inappropriée. Et c'est significatif, car de Laval a pris sa retraite de FedPol quelques jours après cet incident. Très rapidement, elle a accepté un poste dans un fonds spéculatif appelé Champel Capital, un fonds israélien qui investit massivement dans l'industrie de l'armement. Son fondateur est un homme nommé Amir Whiteman, membre du parti Likoud de Benjamin Netanyahu, et il s'est montré un fervent partisan du génocide à Gaza et de l'expulsion totale du peuple palestinien de Gaza. Un autre associé principal de Champel Capital est un ancien général israélien nommé Giora Eiland, l'un des architectes de ce qu'on appelle le plan des généraux, un plan élaboré pendant ce génocide en cours pour l'expulsion totale de la population de Gaza, y compris par la famine et en visant directement la population civile. C'est cette entreprise qui a immédiatement embauché Nicoletta de Laval, et cela a provoqué un scandale, même dans la presse suisse, avant que son rôle personnel dans mon arrestation ne soit connu. Vous savez, même pour la presse suisse, grand public, pourtant assez conservatrice, cela suscitait déjà des inquiétudes. Certaines personnes faisaient remarquer que, comme ancienne haute fonctionnaire fédérale, Nicoletta de Laval pouvait avoir accès à des informations privilégiées sur des questions de sécurité suisse, potentiellement sur des contrats de défense et des sujets connexes, ce qui pouvait créer un conflit d'intérêts, indépendamment même des facteurs politiques. En outre, Nicoletta de Laval s'était publiquement montrée très pro-israélienne. Tout cela a donc été révélé. Maintenant, en ce qui concerne la procédure judiciaire, le processus légal, nous avons déposé plusieurs recours en Suisse. Le premier portait sur ma détention en tant que telle, sur le fait que j'avais été emprisonné. En décembre, le tribunal administratif de Zurich a statué entièrement en notre faveur sur tous les points. Il a conclu que mon arrestation et ma détention étaient invalides, illégales au regard du droit suisse et inconstitutionnelles selon la Constitution suisse. C'était une privation arbitraire de ma liberté. Je n'ai jamais été informé des raisons de mon arrestation et il n'existait aucun fondement légal pour celle-ci. Plus encore, il s'agissait d'une violation de la Convention européenne des droits de l'homme. J'espère que cela aura une portée plus large. De plus, nous avons déposé des recours devant le tribunal fédéral en Suisse contre l'interdiction d'entrée et l'ordre d'expulsion, et ces jugements peuvent tomber à tout moment. Nous ne les avons pas encore reçus. Ils peuvent arriver d'un jour à l'autre.
et nous avons déposé des accusations criminelles contre plusieurs personnes, y compris tout récemment Nicoletta de Laval, pour abus de fonction en lien avec les actions qu'elle a entreprises dans cette affaire. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Pour moi, de quoi s'agit-il au fond? Ce n'est pas seulement une question personnelle. Il s'agit de résister. Oui, il s'agit de mes droits, mais aussi de s'opposer à la censure et à la répression croissante en Occident en général, et en particulier contre quiconque critique Israël ou parle du génocide et de la complicité de tous ces gouvernements, y compris, d'ailleurs, le gouvernement suisse dans ce génocide. Nous devons nous battre contre cela et exiger des comptes si nous voulons préserver quoi que ce soit de nos prétendues démocraties. Et si nous voulons conserver l'espace nécessaire pour avoir ne serait-ce que ce type de discussion que nous avons en ce moment. Oui, non, tu as tout à fait raison. Et je dois te remercier, vraiment te remercier, d'avoir repris ce combat après A, ce que la Suisse t'a fait, et B, ce que cela signifie pour tout le système. Parce que ce que nous apprenons à travers ton cas, et ce qui m'a paru si incroyable, c'est qu'il est en fait possible de faire cela. Je pensais que ce ne serait pas le cas. Tu sais, quand tu me dis que dans un autre pays, où je ne sais pas comment fonctionne le système, quelqu'un peut être détenu arbitrairement, je me disais d'accord, peut-être que certaines personnes peuvent abuser du système, ou qu'elles peuvent, par la corruption ou autre, le contourner. Je pensais que ce n'était pas le cas pour la Suisse. Que, vous savez, la bonne manière de faire les choses, selon le processus administratif et juridique, avait été respectée. Votre cas montre que non, ce n'est pas le cas. Il montre aussi que, d'accord, légalement, vous étiez dans votre droit, vous aviez le droit d'être là, et que l'État aurait dû protéger ce droit. Ce que certains individus criminels ont réussi à faire, c'est de contourner cela, et par des appels téléphoniques directs, et probablement un abus de pouvoir, d'amener d'autres personnes, qui auraient dû savoir mieux, à participer et à commettre ce genre d'abus horrible contre vous. Je veux dire, j'ai encore besoin de comprendre comment 4 ou 5 policiers ont pu penser qu'il était acceptable d'attraper quelqu'un par le cou et de le jeter dans une camionnette. Je veux dire, qu'est-ce qu'on leur a dit que vous faisiez? Qu'est-ce qu'on leur a dit à propos de la personne avec qui ils avaient affaire? Je veux dire, ça ressemble à ce qu'on ferait pour les pires types de trafiquants de drogue ou autres. Des gens dont on penserait qu'ils pourraient essayer de les poignarder ou quelque chose du genre. Mais ce genre d'abus du système est possible. Et ce qui est très inquiétant, il semble y avoir des liens très étroits avec un gouvernement étranger. Et cela devient une motivation pour cette personne, même de Laval, pour ensuite obtenir un nouvel emploi. Je ne veux accuser personne de quoi que ce soit, surtout puisque cette affaire est toujours en cours, mais c'est extrêmement préoccupant de voir ce que l'argent peut faire. D'après ce que nous savons, c'est très inquiétant. J'ai dit ce que je sais et comment les choses me paraissent. Mais j'aimerais que la justice suisse enquête de manière équitable et établisse les faits. Peut-être que c'est là la bonne nouvelle. Le tribunal de Zurich a rendu un très bon jugement et la commission parlementaire d'audit a produit un rapport très approfondi. Cela me donne une certaine confiance dans le fait qu'il existe encore en Suisse un système capable de faire éclater la vérité. C'est tout ce que je demande. Je n'en demande pas plus. Mais un aspect que je veux mentionner, et qui à mon avis rend l'histoire encore plus préoccupante, c'est que, puisque vous avez demandé ce qu'on leur avait dit à propos de qui j'étais, de la personne avec qui ils traitaient, j'ai eu l'impression qu'ils pensaient avoir affaire à une personne très dangereuse.
Pendant ma détention en prison, comme je l'ai mentionné, je n'étais pas autorisé à sortir de la cellule. J'ai appris seulement après coup que nous étions censés avoir 1 heure d'exercice par jour à l'extérieur, mais cela ne nous a jamais été accordé. Nous restions donc dans la cellule 24 heures sur 24. Le matin, après ma première nuit en prison, ils sont venus à la cellule, ont ouvert la petite fenêtre de la grande porte métallique et ont dit « Vous avez un rendez-vous avec la police. Nous devons vous y emmener. » J'ai demandé de quoi il s'agissait et si mon avocat serait présent. Ils ont répondu « Nous ne savons pas. Nous devons simplement vous y emmener. » Vous savez, c'était juste les gardiens de prison. Ils ont dit « Vous pouvez leur demander. » J'ai répondu « D'accord, je viens avec vous. » Alors nous y sommes allés et nous sommes arrivés dans ce bureau. Je me suis dit « Bon, s'il y a un interrogatoire avec la police, ils doivent appeler mon avocat pour qu'il vienne, non? » C'est un droit fondamental. Donc je me suis dit qu'au moins cette fois, je pourrais voir mon avocat, puisque je le demandais sans cesse et qu'il refusait. Je suis donc allé avec eux et nous sommes arrivés dans un bureau où un homme m'a salué en arabe. J'ai cru que c'était l'interprète. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pensé cela, ce qui vous donnera un petit aperçu de la façon dont les choses se passent en Suisse et en Europe plus généralement. Le premier jour où j'ai été, en revenant au premier jour de mon arrestation, on m'a autorisé à avoir mon avocat présent pour l'audience. Ils ont dit que, selon la loi, la procédure devait se dérouler en allemand, donc il fallait un interprète. « Vous préférez l'anglais ou l'arabe » m'ont-ils demandé. J'ai répondu « Peu importe, l'un ou l'autre me convient. » Ils ont dit « Très bien, parce que c'est le week-end, et qu'il nous est beaucoup plus facile de trouver un interprète arabe. » Vraiment. Il s'est avéré que la raison en était que pratiquement tout le monde dans la prison était soit arabe, soit africain, donc ils disposaient d'un grand nombre d'interprètes professionnels. Mais il s'est trouvé que, le premier jour, ils ont eu un interprète anglais. Le lendemain matin, lorsqu'ils m'ont emmené à cette réunion, il y avait un homme arabe. J'ai pensé, d'accord, c'est le week-end. Ils ont dû trouver seulement un interprète arabe de garde. Il m'a salué en arabe et j'ai dit « Êtes-vous l'interprète » Il a répondu « Non, entrez, nous allons vous expliquer. » Il y avait 2 hommes là, un Suisse, interprète suisse-allemand, et l'homme arabophone qui parlait le dialecte égyptien. Ils étaient très aimables avec moi. Il y avait des bouteilles de San Pellegrino, ou peut-être une fine eau minérale suisse, sur la table, et ils ont demandé « Voulez-vous du thé ?» Vous voulez du café, ont-ils demandé. Je leur ai dit « Je ne veux rien. J'aimerais voir mon avocate. Est-elle en route ?» Ils ont répondu « Non, cela ne concerne pas votre avocate. » J'ai dit « Comment ça, cela ne concerne pas mon avocate ?» Ils ont dit « Eh bien, nous ne sommes pas de la police. Nous venons du ministère suisse de la Défense. »« Quoi ?» ai-je dit. « Oui. » Et j'ai demandé « Quel rapport avez-vous avec tout ça ?» Ils ont répondu « Eh bien, nous voulons simplement venir vous parler, voir si nous pouvons vous aider. » J'ai dit « Eh bien, si vous voulez m'aider, vous pouvez me libérer, parce que je ne sais pas pourquoi je suis ici. » Ils ont dit « Non, nous voulons juste vous parler. Peut-être que nous pouvons résoudre le problème et vous aider. » J'ai dit « Je ne sais pas quel est le problème. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. » Je suis un prisonnier politique. Et ils ont dit « Eh bien, nous voulons simplement vous poser des questions sur les raisons de votre présence en Suisse. » Ils essayaient de me soutirer des informations. Oui, sans mon avocat. Alors j'ai continué à insister. Je ne vais pas vous parler sans mon avocat. J'ai le droit d'avoir un avocat présent. Et ils ont répondu, « Eh bien, cela ne concerne pas votre avocat. Nous voulons juste vous parler. » Ils n'arrêtaient pas de le répéter comme ça. Et j'ai dit, « Est-ce que vous allez appeler mon avocat ou pas ?»
Ils ont dit non. J'ai répondu, eh bien, ramenez-moi dans la cellule. En fait, j'étais plus en colère que ça. Mais quand ils m'ont ramené dans la cellule, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pensé à Julian Assange. J'ai littéralement pensé à lui. Je me suis dit qu'ils voulaient trouver quelque chose pour m'accuser. Parce que la veille, ils avaient dit que si je parlais, j'allais inciter à la violence contre les Juifs, que j'allais inciter à l'extrémisme. J'avais vraiment peur qu'ils inventent quelque chose pour m'accuser. La veille, ils m'avaient dit « Vous avez enfreint la loi », sans me dire quelle était ma violation. J'ai interprété cette rencontre comme une tentative de leur part de trouver un prétexte, d'obtenir quelque chose de moi pour pouvoir dire « Ah ah, il a admis quelque chose ». T'ont-ils jamais dit leur nom? L'homme suisse s'est présenté comme Hoffman. L'homme égyptien ou l'homme arabophone, s'il m'a donné son nom, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens que de Hoffman. C'est tellement étrange. C'est tellement étrange. J'ai appris plus tard, je ne le savais pas à ce moment-là, qu'après ma libération, en parlant avec les avocats et tout ça, j'ai découvert que le service de renseignement suisse, d'ailleurs, le même qui, 2 jours plus tôt, affirmait ne rien savoir de moi, dépend en réalité du ministère suisse de la Défense. Oui, c'est le cas. Oui, c'est le cas. Donc, nous supposons que ces hommes faisaient partie du renseignement suisse. Mais, vous savez, je n'ai pas accepté de leur parler. Donc, j'ignore quelles étaient leurs intentions. À ce moment-là, j'avais peur qu'ils cherchent à inventer un prétexte pour me détenir ou m'inculper d'un crime, car ils m'avaient dit que j'avais enfreint la loi sans préciser ce que j'avais fait. Et vous n'avez jamais obtenu les documents. Parce que, puisque cela s'est passé à l'intérieur de la prison, il doit forcément y avoir des registres à ce sujet, qui sont ces personnes, car ils doivent évidemment tout consigner. Et vous avez raison. À ma connaissance, je ne pense pas que nous ayons reçu les documents liés à cela. Je ne veux pas dire d'erreur, mais je crois que mes avocats prennent encore des mesures pour déterminer si nous avons ou non reçu l'ensemble des documents. Je peux confirmer ton soupçon. Ces personnes travaillaient probablement pour le Nachrichtendienst, notre agence de renseignement. J'avais une amie qui y travaillait autrefois, et elle m'a dit qu'on leur demandait de se présenter uniquement comme employés du ministère. Point final. Donc cela aurait beaucoup de sens. C'est extrêmement inquiétant. Cependant, maintenant les tribunaux affirment que tu étais dans ton droit et que tes droits ont été violés. As-tu reçu une quelconque compensation pour ce qui t'est arrivé jusqu'à présent? Pas encore. Enfin, si. Le tribunal administratif de Zurich a ordonné au canton de payer mes frais de justice, ce qui représente, je crois, environ 9 500 francs suisses. D'après ce que j'ai compris, la décision deviendra définitive après 30 jours, car c'est le délai pendant lequel le canton peut faire appel s'il le souhaite. Une fois que ce sera définitif, nous pourrons alors demander une indemnisation. Donc cela viendra. Je veux dire, l'indemnisation n'est pas, ce sont d'après ce que je comprends, des montants d'argent relativement symboliques, que je donnerai directement pour soutenir les habitants de Gaza. Mais c'est une question de principe. Et vous savez, nous poursuivrons cette démarche. Ce qui m'inquiète énormément, c'est que tout cela semble tellement coordonné, tellement, je veux dire, tellement préparé. Et puis les articles. Je me souviens les avoir lus, soit le dimanche quand tu étais en prison, soit le lundi quand ils ont dû te relâcher. Ces articles, y compris des interviews avec le chef de... Comment s'appelait-il à l'époque? Le chef du ministère de la Justice du canton de Zurich. Mario Fair. Mario Fair. Il occupe toujours ce poste, oui. Ce type vient de mon parti, le Parti social-démocrate, dont je suis un membre cotisant.
Et je suis tellement en colère contre ces gens. Je crois qu'il est désormais officiellement indépendant, mais il faisait autrefois partie de ce parti. Et les dossiers montrent qu'il a joué un rôle. Il était tellement réjoui. Il est tellement ravi dans cet article du NZZ que j'ai lu. C'est complètement fou. Oui, les documents montrent, et cela a déjà été rendu public, qu'il a joué un rôle. Je ne veux pas spéculer davantage, car cela devrait, espérons-le, ressortir au cours de la procédure. Encore une fois, il serait, je pense, très préoccupant pour les citoyens de Zurich, du moins pour certains d'entre eux, ceux qui se soucient des droits démocratiques, que le chef de la sécurité à Zurich puisse agir, en pratique, comme une loi à lui seul. Et cela devra faire l'objet d'une enquête approfondie. Et il est possible, dans le système suisse, que certaines personnes occupant des postes de haut rang s'appellent entre elles et contournent complètement le système en faisant intervenir la police contre les petits gars et les petites filles. Je veux dire, c'est quelque chose qui ne devrait pas être possible. Mais peut-on peut-être élargir la perspective? Parce que ça nous dit quelque chose sur le génocide. Ce génocide, ce n'est pas seulement les Israéliens larguant des bombes fabriquées aux États-Unis sur les maisons des Palestiniens à Gaza. C'est tout un système dans lequel l'Occident et les différentes parties de l'Occident sont très bien intégrées. Et ce qui m'est arrivé, n'est qu'une partie de ce système qui, à l'autre extrémité, produit le génocide. Parce que ce qu'il cherche à faire, c'est faire taire, intimider et éliminer les voix influentes. Oui, et cela doit être replacé dans le contexte de ce qui se passe au Royaume-Uni, avec Palestine Action, et les journalistes qui ont été interrogés, des journalistes et des personnalités politiques, en vue, tu sais, en dehors du courant dominant, qui ont été arrêtés et interrogés en vertu de la loi sur le terrorisme. Mon propre collègue, Asa Winstanley, de l'Electronic Intifada, qui vit à Londres, la police a perquisitionné son domicile et a confisqué son ordinateur portable et ses téléphones. Il est allé au tribunal et il a effectivement gagné. Le mandat de perquisition était illégal. L'affaire est toujours devant les tribunaux. Il pourrait être inculpé. Des militants ont été inculpés. C'est au Royaume-Uni. Nous voyons cela partout en Europe, en Allemagne par exemple. Vous savez, j'ai été interdit. Le docteur Hassan Abu Sita, le chirurgien de renom qui se trouvait à Gaza pendant les premières semaines du génocide, pratiquant des opérations d'urgence sur des enfants déchiquetés par les bombes israéliennes, a été interdit d'entrer en Allemagne. Plus tard, les autorités allemandes ont émis un ordre. Comment l'ont-ils appelé déjà? Betätigungsverbot. À mon encontre, stipulant que si je m'adressais à un public en Allemagne via YouTube, autrement dit depuis les États-Unis, mais en parlant à un auditoire sur Zoom en Allemagne, je serais passible d'une amende et d'une peine pouvant aller jusqu'à 1 an de prison. Oui, ils ont fait la même chose à Yanis Varoufakis. Oui, c'est insensé. C'est insensé. Et puis en France, bien sûr, on voit des manifestations interdites, des associations perquisitionnées. Le 7 janvier de cette année, une librairie féministe à Paris, cela a été publié dans la presse française, dans Le Monde, a été perquisitionnée par des policiers armés et masqués, accompagnés de procureurs, à la recherche d'un livre de coloriage pour enfants sur la Palestine, parce que son titre est « From the River to the Sea ». Voilà le contexte. Vous savez, mon histoire et mon expérience d'un phénomène bien plus large à travers l'Occident et bien sûr aux États-Unis, la tête de l'Empire, où la censure est extrêmement forte. Elle s'exerce simplement d'une autre manière. Eh bien, maintenant c'est fait par le gouvernement, car c'est appliqué très directement contre les non-citoyens, les résidents permanents,
des personnes comme Mahmoud Khalil, qui a été emprisonné, et des étudiants qui sont expulsés. Pas encore tout à fait contre les citoyens, mais cela pourrait venir. Ce gouvernement indique clairement qu'il veut le faire, s'il trouve un moyen d'y parvenir sans être inquiété. Mais la censure aux États-Unis, parce que nous avons le premier amendement, qui est une protection constitutionnelle très forte, doit être exercée par d'autres moyens plus indirects. Elle passe donc par les administrations universitaires, par les entreprises, par les médias, qui punissent la parole en licenciant des universitaires, en suspendant des étudiants, et ainsi de suite. Ainsi, la censure est tout aussi extrême aux États-Unis. Elle est simplement mise en œuvre par un mécanisme légèrement différent. Je veux dire, cela nous montre tout de même que ce genre de répression très autoritaire, même en Suisse, est en réalité nécessaire pour maintenir le génocide, n'est-ce pas? Sans ces mécanismes, il n'y aurait pas de soutien sur le terrain. Vous savez, il y a 60 ou 70% des gens qui ne veulent pas de ce niveau de destruction, même parmi ceux qui pensent que le 7 octobre justifie tout ce qui s'ensuit. Je veux dire, c'est juste. Les manifestations aux États-Unis ont été massives, en Europe aussi d'ailleurs. Et nous avons vu comment dans certains pays comme l'Espagne et l'Irlande, enfin l'Irlande avant tout, l'opinion a immédiatement basculé vers l'opposition au génocide, n'est-ce pas? Et même aux États-Unis, nous assistons à un changement historique. J'observe ces phénomènes de très près depuis 30 ans. Pour la première fois, et de manière constante depuis le 7 octobre, nous voyons des majorités au sein de l'ensemble de la population américaine s'opposer à Israël. C'est sans précédent. Vous savez, au cours de la dernière décennie, ou un peu plus, nous avons vu des évolutions où certains sous-groupes de la population sont devenus très pro-palestiniens. Mais aujourd'hui, c'est la population dans son ensemble, une majorité qui exprime des opinions négatives à l'égard d'Israël, qui exprime son horreur face à ce qu'il fait. Et ce type de critique était traditionnellement associé au courant libéral de gauche de la politique américaine. Aujourd'hui, elle s'impose fortement à droite, au point de constituer une division majeure au sein du mouvement dit MAGA et du Parti républicain. Ce sont des changements historiques qui sont en train de se produire. Et cela, c'est aux États-Unis. En Europe, c'est encore plus homogène. Même en Suisse, je n'ai reçu que du soutien de la part de Suisses absolument horrifiés. Cela donne une idée du décalage entre les élites dirigeantes et la position réelle des citoyens. Ouais. Est-ce que c'est peut-être? Eh bien, tu sais, en tant qu'optimiste incurable, je cherche toujours le bon côté des choses. Est-ce que c'en est un? Que, en fait, la situation a été tellement épouvantable, tellement mauvaise, et si publiquement, ouvertement mauvaise, avec un régime sioniste qui dit même « Nous voulons exterminer ces gens et nous en débarrasser, et plus nous en tuons, mieux c'est. » Je veux dire, ils le disent. C'est documenté. Ce n'est caché nulle part. Est-ce qu'on en est au point où vraiment c'est tellement impossible à ignorer que cela entraînera un changement d'une manière ou d'une autre? Tu sais, le côté optimiste que je partage, c'est que je pense que l'opinion publique mondiale, tu vois, était déjà là dans ce qu'on pourrait appeler le Sud global, ou le tiers-monde, ou peu importe. Maintenant, le soi-disant premier monde, ou l'Occident, ou comme tu veux l'appeler, a rejoint le reste du monde en matière d'opinion publique, dans une horreur totale face aux crimes d'Israël et aux autres crimes perpétrés par l'Occident. Tu sais, les guerres sans fin, les invasions, et ainsi de suite, qui, soit dit en passant, ne s'arrêtent pas. Ouais. La partie déprimante, c'est quel est le mécanisme pour traduire cela en un véritable changement, en une véritable transformation? Parce que tout ça se produit alors que, tu vois, on sait que les élections ne changent pas les politiques.
Tu peux voter pour ton parti social-démocrate ou ton parti conservateur ou peu importe, que ce soit en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni, ailleurs en Europe ou aux États-Unis. Cela ne change pas les politiques. Anywhere in Europe or in the US, it doesn't change the policies. I mean, well, in the US, you could say we have some kind of Je veux dire, eh bien, aux États-Unis, on pourrait dire que nous avons une sorte de rupture radicale. Mais ce n'est pas si radical que ça. Si l'on prend l'exemple de la récente tentative de changement de régime en Iran, la dernière en date, on a vu que tous ces démocrates, qui sont jour et nuit contre Donald Trump, se sont totalement alignés sur lui lorsqu'il s'est agi de l'Iran. Ils se sont complètement alignés pour diaboliser le soi-disant régime, comme ils l'appellent, en diffusant le récit selon lequel il s'agirait simplement d'une révolution populaire de peuples opprimés, tout en ignorant totalement le rôle évident d'Israël, des services de renseignement américains et européens dans la fomentation d'une crise en Iran, et ainsi de suite. Donc, ils sont tous du même côté. Et maintenant, on voit dans cette crise autour du Groenland qui met tout à nu que Donald Trump nous rend service en exposant ces messages des dirigeants européens. Et ils disent, regardez, nous sommes alignés avec vous en ce qui concerne le Venezuela, l'Iran, la Syrie ou quoi que ce soit d'autre. Nous ne voulons simplement pas que vous nous fassiez la même chose. Vous aviez Mark Rutte, le chef de l'OTAN, qui disait « Nous vous soutenons sur Gaza », ce qui veut dire que nous soutenons le génocide. Nous avons Emmanuel Macron, le président français, qui dit « Je suis avec vous sur la Syrie. Vous faites de grandes choses en Syrie, de grandes choses en Ukraine. C'est juste le Groenland. » Donc ils disent « Nous sommes d'accord, nous sommes contents. Nous voulons être avec vous pour exploiter, opprimer et subvertir le reste du monde. Mais vous savez, vous ne pouvez pas nous faire ça. Oui, nous soutiendrons des sanctions qui détruisent la vie des Syriens et des Iraniens, qui affament les Gazaouis, qui affament le Yémen. Mais comment osez-vous nous imposer des tarifs pour des raisons politiques? Des dizaines de millions de personnes. Et vous savez, la mort de millions leur semble acceptable. Ils l'ont même écrit dans un message en disant « C'est très bien ». C'est presque ironique qu'il faille un Donald Trump pour réellement dévoiler cela. Je ne comprends toujours pas le raisonnement. J'imagine qu'il veut humilier ces gens, mais ce faisant, il met à nu tout le processus de pensée de ce système colonial. Encore colonial, besamdahiditid langs de sim dizip juznak qui continue de mui bernuk sedether. Sras superiftium. It's quite mind-boggling. Oui, et le problème, c'est, que fait-on de tout ça? Tout est à découvert. Mais quel mécanisme avons-nous, nous, simples citoyens de tous ces pays? Je pense que c'est le défi qui nous concerne tous, et nous n'avons pas de bonne réponse, car les 30 dernières années ont entraîné le démantèlement des mécanismes par lesquels les gens s'organisaient collectivement, syndicats, partis politiques de masse, au profit de partis professionnels, quasi corporatifs. Tout cela n'existe plus en Occident. Et donc, tu vois, il ne nous reste plus qu'à en parler sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas être totalement pessimiste. On observe tout de même certaines mobilisations aux États-Unis en réaction aux descentes de l'ICE, la police de l'immigration, aux abus flagrants, et ainsi de suite. Mais est-ce à la hauteur de la crise? But is it at the scale of the crisis? I don't think so. Je ne pense pas. La question est toujours celle des instruments politiques. Je veux dire, un instrument que nous avons en Suisse est le référendum populaire. Nous pourrions en demander un. Nous pourrions même proposer un article pour la Constitution suisse interdisant toute forme d'interaction économique avec Israël. Ce serait envisageable en Suisse. Mais la plupart des pays ne disposent pas de tels droits démocratiques directs. Ce qui revient alors à des manifestations de masse. C'est la seule chose qui peut influencer la politique gouvernementale, quand la situation devient si grave que même les élites doivent changer d'approche. Even the elites have to change the approach. Yeah, and I think that, to go back to your Oui. earlier point.
Et je pense que, tu sais, pour revenir à ton point précédent, la répression, cette sorte de répression à visage découvert, eh bien, le discours du soi-disant Occident a toujours été « Certes, vous pouvez vous plaindre, nous ne sommes peut-être pas parfaits, mais la seule chose qui pour nous est absolument sacrée, c'est la liberté d'expression, vos droits démocratiques. C'est ce qui nous distingue des autres. C'est notre force. Eh bien, quand cela disparaît, que reste-t-il? Et je veux dire, c'est encore pire aujourd'hui, avec l'UMMR, qui impose des sanctions à des journalistes et des citoyens individuels, comme Jacques Baud, l'ancien officier du renseignement suisse, qui propose des analyses très critiques et excellentes. J'écoute ces analyses tout le temps. Hossein Darou, un journaliste en Allemagne, ne peut plus nourrir sa famille parce que Ursula von der Leyen a émis un décret lui retirant pratiquement tous ses droits, en lui imposant des sanctions personnelles. Nous avons donc désormais ce modèle où l'on ne sanctionne plus seulement un pays ou un territoire entier, mais des individus. On sanctionne l'Iran, le Venezuela, Gaza, l'Irak, la Syrie. Et maintenant, cela s'applique aux personnes. On peut devenir une bande de Gaza individuelle ou un Venezuela individuel. Vos comptes sont bloqués, votre capacité à faire des affaires est bloquée. Les États-Unis font cela depuis de nombreuses années, et maintenant l'Union européenne le fait aussi, apparemment sans aucun recours juridique. Alors, que reste-t-il de la façade de la démocratie si cela disparaît? C'est tout. Je veux dire, nous n'avons pas besoin que Vladimir Poutine ou Xi Jinping viennent nous enlever la démocratie. Nous le faisons nous-mêmes. Nous le faisons nous-mêmes au nom de la défense de la démocratie. Et ceux qui crient le plus fort sont souvent ceux qui la retirent le plus. Mais il faut vraiment des cas comme le vôtre, des voix courageuses, des personnes comme vous pour en parler réellement et ne pas se laisser intimider. Alors, Ali, je vous remercie du fond du cœur, en tant que Suisse, de passer par le système suisse et de vous battre contre cela, car nous en avons besoin. Merci. We need it, so thank you. Eh bien, je veux dire, je pense que nous devons, vous savez, j'ai l'opportunité et la responsabilité de le faire. Je le ressens pour une cause plus grande. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas seulement de mes droits personnels, mais je pense que nous menons un combat collectif pour défendre notre liberté. Et vous savez, quand on regarde des chaînes comme la vôtre, des publications comme la mienne, The Electronic Intifada, et notre chaîne sur YouTube, ainsi que d'autres réseaux sociaux, c'est là que je me tourne vers des chaînes comme la vôtre et d'autres qui évoluent dans cet espace des médias et de la pensée indépendants, car ce sont les seuls endroits où je peux réellement trouver des discussions engagées et des analyses non censurées. Et tu sais, les grands médias dits mainstream sont devenus de la camelote maintenant. C'est de la propagande. Je veux dire, oui, ça l'a toujours été, mais je suis assez vieux pour me souvenir que ce n'était jamais aussi mauvais. Et même ça, tu vois, est menacé. Je veux dire, je sais que ta propre chaîne a été brièvement, apparemment à cause enfin ta chaîne si je peux me permettre, mais tu en as parlé publiquement. Elle a été brièvement supprimée par YouTube. C'était peut-être, tu peux en dire plus, une erreur. En d'autres termes, l'IA l'a fait par erreur, pensant qu'il s'agissait d'un contenu inauthentique ou quelque chose comme ça. Mais d'une certaine manière, c'est juste effrayant. C'est vrai. C'est vrai. J'en ai déjà parlé ailleurs. Je pense toujours que c'est un bug. Mais même ce bug révèle des problèmes dans le processus politique, n'est-ce pas? Une entreprise valant plusieurs centaines de milliards de dollars comme Google devrait être capable de régler cela. Mais quoi qu'il en soit, nous devons défendre ces espaces. Et ce qu'il faut comprendre à propos d'une société, c'est qu'elle ne fonctionne que collectivement. Nous avons réellement besoin les uns des autres pour... Donc, encore une fois, je tiens à te remercier, Ali. Et pour les personnes qui souhaitent te suivre, toi et ton travail, elles devraient bien sûr se rendre sur ta page d'accueil, The Electronic Intifada, ainsi que sur ton compte X pour te suivre là-bas.
Y a-t-il un autre endroit où les gens devraient te lire ou t'écouter? To follow you there? Is there another place where people should read or listen to you? That's it. C'est ça. Ce n'est que lorsque des personnes comme vous m'invitent à parler que vous me trouverez. Vous ne me verrez pas dans les médias traditionnels. Nous vous inviterons certainement à revenir ici. Et j'espère vraiment qu'un jour, vous serez de nouveau présents dans les médias grand public. Ce sera la preuve que les choses s'améliorent. Ali Abounima, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Thank you very much for your time today. Merci beaucoup, Pascal Letas.